Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chers auditeurs, chères auditrices. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 3 février 2021. Au programme, la rentrée parlementaire au Québec vue par le Parti libéral du Québec, la santé mentale, le défi de la relève d'affaires et on continue notre tournée des arrondissements avec l'arrondissement Saint-Laurent. Restez à l'écoute, on vous revient après une courte pause. Alors, comme promis, dans le cadre de notre rubrique Vie de quartier, on continue notre tournée. Cette semaine, avec l'arrondissement Saint-Laurent, et j'ai le plaisir de recevoir M. Alain De Souza, le maire de l'arrondissement Saint-Laurent. M. De Souza, bonjour. Bonjour Mohamed, merci pour m'avoir invité sur votre émission. Ça a fait un grand plaisir. Alors on continue avec la nouvelle que vous avez annoncée récemment. L'arrondissement Saint-Laurent a enregistré un nouveau bilan record en ce qui concerne la valeur des permis de construction émis pour le territoire de 2021. Ma question est, à quoi attribuez-vous les résultats de ce bilan qui survient quand même dans un contexte de pandémie et de ralentissement économique? Ben, merci pour votre question. Très bonne question. C'est assez surprenant que autant qu'on entend partout que dans la pandémie, l'économie ou les secteurs de l'économie ne va pas nécessairement bien, mais on constate qu'il y a un grand niveau de confiance par le milieu pour investir à Saint-Laurent. On est le plus gros centre industriel au Québec. Mais au-delà des industries, au-delà des compagnies qui choisissent d'investir dans ce moment de crise, on constate aussi que notre capacité d'attirer des familles reste toujours très, très, très fort parce que le secteur résidentiel est tellement important. Et au-delà du fait que beaucoup de gens quittent l'île de Montréal, Saint-Laurent reste toujours un des grandes lois d'espoir où les gens choisissent de s'installer, de lever leur famille. Donc, notre pouvoir d'attraction pour les jeunes familles qui veulent vivre sur l'île reste toujours très fort. Maintenant, je constate qu'on est heureux. Je pense que cette nouvelle envoie un signal positif que les gens peuvent s'installer, investir, et on reste toujours en tant que l'administration, de maintenir la confiance sur notre territoire, parce que dans cette période-là, c'est la confiance qui règne. L'incertitude, peut-être, peut rendre la vie un peu plus difficile pour les gens de faire le choix, mais quand les gens ont une confiance dans la communauté, ça reflète dans les résultats, comme vous l'avez vu. C'est assez incroyable, plus qu'un demi-milliard de dollars, quelque chose qu'on n'a jamais vu. En 2018, on a eu 250 millions de permis. 2019, Monsieur De Souza, on a eu 400 millions. Et cette année, 517 millions, donc plus qu'un demi-milliard. Donc, on est encouragé. Mais on ne baisse pas le bras, il reste encore du travail à faire. Oui, vous avez parlé de cette somme d'argent. Ma question, comment ces retombées financières puissent contribuer à l'amélioration des vies des personnes vulnérables et à la relance économique au niveau local? Mais c'est clair que quand nous en avons ce genre d'effervescence économique, la réalisation de ces projets génère des taxes. Ces taxes vont au bénéfice de la Ville de Montréal, dont nous, on fait partie, et en conséquence, avec ces taxes additionnelles, où l'argent ne rentre pas d'autres sources, comme vous constatez, soit à centre-ville, soit ailleurs, mais cet argent qui rentre va sûrement combler les manques à gagner ailleurs. Ça permet à la Ville de Montréal de maintenir la qualité de service. Ça permet à la Ville de Montréal aussi d'élargir les diverses offres de services pour les personnes qui sont démunies. Donc ça, c'est un très bon exemple de comment on est solidaire et cet argent qui rentre pourrait être utilisé
pour maintenir le service au bénéfice pour tout le monde. Vous avez parlé des familles. En fait, ma question est quel type de projet d'habitation s'agit-il en fait? Est-ce qu'il y a une place pour les logements abordables dans ces projets? Je pense que nous, on avait toujours essayé d'avoir une panoplie de choix, soit au niveau socio-économique, comme vous avez fait mention, ou au niveau de typologie de maison, parce qu'on sait que les besoins de diverses familles, c'est très varié. Très varié. Donc, on voit que il y a des logements sociaux qui se trouvent sur notre territoire. On sait que le logement abordable, pour les familles, ont souvent des maisons pour commencer, des starter homes. Mais maintenant, il faut comprendre un grand nombre de notre population qui viennent des diverses sources d'immigration ont un très grand attachement à leurs diverses membres de la famille. Donc, sur une base intergénérationnelle, un des constats qu'on se trouve que souvent, on a des gens qui aiment vivre en proximité avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Donc, d'être capable de l'offrir une variété des choix, permettre les gens de tout âge, tout niveau socio-économique, de trouver son intérêt, ce qui est le meilleur le meilleur pour leur portefeuille. Mais le volet intéressant était combien de familles de diverses générations vivent en proximité. Et je pense que au-delà des finances, ça renforce le tissu social familial. Des occasions où les grands-parents doivent avoir leurs petits-enfants. C'est un très bon exemple. Et dans ce sens, on favorise ça parce que ça renforce notre tissu social comme communauté. Avant de passer à un autre angle, en fait, ma question est concernant le nouveau règlement métropole mixte. Est-ce que comptez-vous adapter vos plans avec le nouveau règlement? Mais nous, on reste toujours assujettis à tous les règlements adoptés par la Ville de Montréal. Et comme toujours, on avait tenu compte des divers éléments, soit dans la passée, soit aujourd'hui, pour s'assurer qu'on peut répondre aux stratégies, par exemple, d'inclusion des logements sociaux et abordables. Et le nouveau règlement ne fait pas d'exception. On reste encore très inquiet sur ce nouveau règlement parce que moi, je suis d'avis que au lieu de régler le problème pour créer les diverses unités pour les portefeuilles variantes et différents, que ça va avoir un effet d'augmenter la valeur des maisons parce que le coût pour faire ces projets va être transféré sur le dos des autres et qui peut rendre notre communauté non compétitive plus particulièrement, il y a des projets qui vont dans les villes à l'extérieur de Montréal. Donc, cet règlement pourra avoir un effet de chasser le développement ailleurs et de rendre le coût des logements non compétitifs pour la classe moyenne. Et si ça arrive, bien sûr que ça va affecter notre croissance et notre capacité de tirer les familles et garder les familles sur l'île de Montréal, donc de ramer à contresens de l'exode qu'on vit actuellement. Vous avez déclaré que vous souhaitez créer un cadre de vie inclusif et convivial axé sur la mobilité et le développement durable. Qu'entendez-vous par inclusif Mais nous, on souhaite, un peu comme en fait dans le domaine de logement, que je vous avais décrit tantôt, on essaie de s'assurer que sur la question du transport, on voudrait démocratiser le transport pour que tout le monde pourrait avoir l'accès, soit pour venir à Saint-Laurent, soit pour aller ailleurs. Donc, dans ce sens, on mise beaucoup sur les mesures qui peuvent avoir un effet favorable pour l'environnement. On va réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que le transport génère 40% des gaz à effet de serre, mais en favorisant des projets de transport en commun et projets actifs, on pense que ça va aller loin
pour non seulement être inclusif, mais aussi bien pour l'environnement. Par exemple, l'arrivée de nouveaux REM chez nous va avoir un effet très, très positif. Il y aura 5 stations sur notre territoire et il y aura des liens avec le centre-ville, avec l'Est de Montréal, avec la West Island, Laval et même l'aéroport. On pousse sur d'autres projets, comme le prolongement de la ligne Orange. On est fiers qu'avec la réalisation de la SRB Côte-Vertu sauvée, et notre réseau de pistes cyclables augmente sur une base continuelle. Donc, je pense que pour les 110 000 travailleurs qui travaillent chez nous, pour les étudiants, pour les gens qui quittent notre territoire et voient travailler dans les secteurs voisinants, la démocratisation du transport rend ça plus efficace. Avoir plusieurs options pour permettre les gens de faire des choix judicieux. C'est ma façon de rendre le transport plus accessible pour tous. Dernière question, M. De Souza, vous êtes à la tête de la mairie depuis 20 ans. Comptez-vous vous présenter aux prochaines élections municipales? Ah, ça c'est une bonne question. Je ne peux jamais me prendre cette question si tôt dans le processus. Il reste encore, soit dans le contexte du COVID ou dans le contexte de cette année, encore beaucoup à faire. Je pense que notre conseil concentre énormément pour les projets qui, à cause du COVID, a dû se ralentir, mais on pousse fort dans cette dernière année de notre mandat pour être capable de conclure, finir, réaliser des projets pour une autre raison que notre population attend. On est axé sur livrer les résultats pour la population, et puis je ne peux pas utiliser des excuses pour dire non, on n'a pas fait ça. Donc, on fonce avec l'objectif de réaliser. Ayant dit ça, on n'est pas indifférent à le rendez-vous électoral. Notre équipe prépare toujours avec la proposition qu'on va être candidat et candidate, mais en même temps, les décisions finaux sont normalement prises un peu plus près des élections. Donc, si effectivement il y a une volonté d'y aller, embarquer et présenter pour un autre 4 ans, cette décision va être prise en consultation avec nos familles, avec notre réflexion sur notre santé, pour être capable de livrer un autre mandat de 4 ans. Entre-temps, il y a tellement de travail à faire qu'on n'a pas nécessairement pensé des élections à cette étape-là. On est juste au début février. Alain De Souza, maire de l'arrondissement Saint-Laurent, merci, au plaisir. Et merci encore, et merci à tous vos écouteurs, et je souhaite, nonobstant les difficultés avec la pandémie, une grande encouragement de maintenir la discipline pour que chacun de nous, nos familles et nos proches restent sécuritaires et on sort de cette pandémie encore plus fort. Merci beaucoup. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Toujours dans le cadre politique, cette fois sur la scène provinciale, c'est la rentrée parlementaire. Alors pour commenter les priorités de l'équipe du Parti libéral du Québec, j'ai le plaisir de recevoir Mme Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie et entre autres porte-parole de l'opposition officielle en matière de la culture, la communication et l'immigration. Mme Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la rentrée parlementaire. Quelles sont les priorités de l'équipe du Parti libéral du Québec? Bien sûr, qui dit rentrée parlementaire en cette période de COVID et tout ce qui touche la question du confinement, c'est vraiment ce qui retient beaucoup l'attention et qui est au haut de la liste. Je pense qu'il faut continuer à poser des questions au gouvernement, être aussi en mode proposition. On n'est pas là uniquement pour critiquer, mais on est là également pour faire valoir des points de vue, dont vous avez certainement entendu parler, toute la question du dépistage et des tests rapides
que le gouvernement refuse d'étendre à la grandeur de la province. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est revenu hier à l'Assemblée nationale lors de la première période des questions. La première question a été sur cet enjeu-là. La rentrée scolaire, comment on doit, pas la rentrée, mais le fait que les enfants sont à l'école, comment on doit les protéger, toutes les questions d'éducation à distance aussi, c'est très, très difficile pour certains enfants. Les questions de santé mentale reviennent énormément dans les commentaires qu'on a dans l'actualité. Alors, il y a énormément de boulot, beaucoup de choses sur la table. Effectivement, il y a la gestion de la COVID, mais quand même, on se projette de l'avenir. On parle de relance économique. Dans le but de soutenir les PME et pour une relance économique, votre chef Dominique Anglade propose un New Deal économique. De quoi s'agit-il? Il faut faire en sorte qu'on puisse avoir une relance qui soit rapide et une relance qui accompagne l'ensemble des entreprises. Et ça, je pense que la chef du Parti libéral va être en mesure d'élaborer davantage. Mais une chose, par exemple, qui nous inquiète, c'est lorsque au gouvernement, on dit qu'on fait des prêts qui seront pardonnés à des entreprises. Mais c'est pas vraiment la solution. Il faut les accompagner mieux que ça. Il faut pas avoir toujours dans ses livres, dans ses cahiers, dans ses livres comptables l'idée qu'il y a eu un prêt puis qu'il y a une dette, même si on dit qu'un jour la dette sera pardonnée. Il y a des choses comme ça qui sont un petit peu incongrues. Il faut aussi faire en sorte qu'on accompagne le milieu culturel davantage. Le milieu culturel a été vraiment touché de façon importante. Plusieurs personnes qui travaillent dans le milieu culturel ont dû se réorienter, changer carrément de carrière et de profession. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile aussi. Alors moi, comme porte-parole en matière de culture, je peux vous dire que ce sont des choses que je vais regarder de près et je ne serai pas en mode critique. Je n'ai pas le goût de me mettre dans cet état d'esprit-là. J'ai assuré la ministre que j'allais être en mode collaboration, contribuer à faire avancer des dossiers, faire mettre des idées sur la table, mais le milieu culturel a été excessivement touché de front par cette pandémie. Là, il y a un petit regain. Là, on voit que on va rouvrir les musées, avec les mesures sanitaires et bien sûr très 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 strictes. C'est un petit, je dirais un petit peu d'oxygène, mais c'est pas encore ça qui va faire en sorte qu'on va avoir une relance culturelle qui va être vraiment structurée puis structurante. Un autre dossier qui est aussi important, qui est préoccupant pour la majorité des Québécoises et Québécois, c'est la santé mentale. Comment voyez-vous l'approche du gouvernement en lien avec ce dossier? C'est assez difficile de voir comment le gouvernement peut faire en sorte qu'on puisse soulager de façon rapide. La question de la santé mentale vient bien sûr avec la question du confinement, la question de l'isolement. Alors ça, évidemment, ce sont des effets secondaires, parce que des effets de collatéraux de la question du confinement. Le gouvernement a annoncé des sommes supplémentaires, a annoncé des ressources, mais les ressources, elles sont rares, comme vous savez. Cependant, nous, ce que nous proposons, c'est que lorsqu'il y a une consultation pour une question d'ordre psychologique, que cette consultation-là soit couverte par la RAMQ, la Carte d'assurance maladie du Québec. On pense que ça serait vraiment, vraiment un bon pas, un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire d'ouvrir aux consultations psychologiques la RAMQ. Ça viendrait très, très, très certainement donner un peu plus de souffle, parce que les listes d'attente, lorsque c'est dans le public, sont très, très longues. Ça peut prendre dans la circonscription de l'Acadie, par exemple, si on parle pour les enfants, on avait un briefing la semaine dernière, vendredi dernier, l'attente peut être de 60 jours.
60 jours pour être capable de parler à quelqu'un, voir quelqu'un, c'est beaucoup trop long, là. Quand on parle de détresse psychologique, il faut que ça soit plus rapide que ça. On nous dit, on nous rassure, on laisse pas personne de côté, mais il y en a dans le demeure pas moins qu'il y a des délais qui sont trop longs. Alors, il va falloir mettre vraiment des bouchées doubles pour vraiment faire en sorte qu'on puisse regagner une certaine santé. Puis la santé mentale, c'est aussi bien sûr les consultations quand on a besoin de consulter. Mais la santé mentale, c'est le sport. Ça aide la santé à avoir une meilleure hygiène de vie, ça aide à avoir une meilleure santé mentale. La culture aussi, la fréquentation des arts, la fréquentation des spectacles, ça aussi, ça contribue à aider à avoir comme une certaine hygiène de vie, puis voir les choses autrement, puis aller s'abreuver à la beauté, à des œuvres artistiques. Alors, ça vient également avec ça. Alors, le confinement, bien sûr, je pense que le gouvernement fait de son mieux. Là. Il ne faut pas non plus être partout dans le monde. On confine, on a confiné, il y a des couvre-feux. Alors, mais c'est très, très difficile. Et surtout aussi pour les personnes les plus vulnérables, pensons aux itinérants. Bon, là, il y a des haltes de chaleur qui sont aménagées, mais quand le premier ministre a dit, en parlant du couvre-feu, qu'il y avait de la place pour tous les itinérants, c'était pas exact. Il manquait cruellement de place. On en ajoute pour que les personnes itinérantes puissent savoir qu'elles ont accès à un lieu si elles en ont besoin, mais il y a encore des besoins énormes. Puis la pandémie, les problèmes psychologiques, les problèmes que ça peut amener dans le couple, dans la vie de couple, les problèmes pour les enfants, les problèmes de violence conjugale, violence verbale. On a vraiment une situation qui est préoccupante. Et nous, on est là aussi, les députés, puis je pense que c'est le message aussi que je vais envoyer ce matin. N'hésitez pas à téléphoner au bureau de comté de vos députés. On peut vous aider, on peut vous guider, on peut faire des téléphones pour vous accompagner si vous avez besoin de quelque chose. Ne laissez pas la situation s'empirer. Faites appel à vos députés. On est là pour ça. C'est notre travail de vous accompagner. S'il y a quoi que ce soit qui vraiment tourne pas rond, on va être capable de vraiment vous ouvrir des portes, ou en tout cas aller frapper avec voix des portes pour qu'elles soient ouvertes pour régler votre situation, ou en tout cas amoindrir votre problème. Vous avez parlé de la culture. Brièvement, vous êtes aussi porte-parole de matière à l'immigration. Comment prévoyez-vous collaborer avec votre homologue dans ce dossier qui est quand même sensible, qui a créé des déceptions et des attentes? Oui, il y a d'énormes déceptions et le gros dossier en immigration, c'est la reconnaissance de ceux et celles qui ont travaillé pendant la pandémie et qui n'avaient pas leur statut encore dans les CHSLD, par exemple, et dans le milieu de la santé. On va reconnaître avec l'entente avec le fédéral les personnes qui ont passé, on parle des gens qui ont passé à travers le chemin Roxham, qui ont été des demandeurs d'asile. On va reconnaître les gens qui ont travaillé près des malades, mais les gens qui ont nettoyé, les gens qui ont gardé, qui ont exercé des postes dans le domaine de la sécurité, des gens qui ont été là aussi en plein cœur du feu quand on sait à quel point c'était terrible et ça l'est encore un peu, mais c'est moindre dans les centres où on a des personnes âgées. Lorsque la COVID rentrait là, c'est comme un feu de paille, là. Alors, ces personnes-là, moi, c'est vraiment ce dossier-là. Je vais vraiment dire à la ministre qu'il faut qu'elle pose un geste de compassion. Il faut que le gouvernement pose un geste de compassion. Il a posé un premier geste, mais c'est pas complet et c'est injuste pour ces gens-là qui sont sur le terrain depuis le début, qui ont vraiment se sont donné corps et âme, et il faut leur reconnaître leur statut. Il y a aussi toute la question des étudiants étrangers.
Il y a beaucoup de dossiers en immigration. Il y a les seuils d'immigration également. Il va y avoir des audiences bientôt. La ministre doit entendre les commentaires sur la question des seuils d'immigration. On va regarder cela aussi. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. On dit que le programme ARIMA ne marche pas du tout. Donc, il y a beaucoup de dossiers. Et dans la pénurie de main-d'œuvre, la pandémie a fait qu'il y a eu du chômage à certains endroits, mais à d'autres endroits, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, on peut pas lever le nez sur l'immigration. C'est une richesse. Il faut le voir comme une richesse. Les gens viennent au Québec pour construire le Québec, avoir un avenir pour leurs enfants. Et il faut qu'on les accompagne dans cette démarche-là et qu'on leur donne des bons emplois, des emplois payants, comme dirait le premier ministre, et qu'ils puissent vraiment être accueillis par la société d'accueil et se sentir bien ici et se sentir bien auprès des communautés où on pourrait être appelé à aller s'installer. Parce que en région, on voit encore malheureusement des gens qui hésitent encore, des immigrants qui hésitent encore à aller en région. Et ça, il faut trouver une façon que les régions soient plus attrayantes. Comment le faire? Je pense que c'est par le dialogue, par l'information, par la connaissance aussi des personnes qui viennent. Ils arrivent avec un bagage culturel, ils arrivent avec une richesse, ils arrivent avec des façons de faire qui sont intéressantes et qui peuvent être bien partagées. Je pense à la question de l'alimentation, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, j'avais jamais entendu parler du mot couscous. Puis aujourd'hui, c'est dans mes habitudes alimentaires. Alors, il y a des choses qu'on peut partager comme ça, qui sont agréables et qui enrichissent et qui nous enrichissent les uns les autres. Tout à fait. C'est une richesse pour nous tous comme société. Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie, porte-parole de l'opposition officielle en matière de la culture, la communication et l'immigration. Merci et au plaisir. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Puis je salue tous vos auditeurs en cette tempête ce matin, là. Soyons courageux. Le printemps s'en vient. Exactement. Bonne journée. Merci, au plaisir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission, à notre dossier chaud, celui de la santé mentale. La majorité des Québécoises et Québécois se disent préoccupés par la détérioration de leur santé mentale. Alors, pour en parler, je reçois Madame Geneviève Fecteux, directrice de la filiale de Montréal de l'Association canadienne pour la santé mentale. Madame Fecteux, bonjour. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, je vais bien, je vous remercie. Et vous-même? Oui, ça va super bien, merci. Alors, peut-être comme première question, pouvez-vous nous présenter la mission et les objectifs de votre association? Avec plaisir. Donc, le nom le dit, nous faisons partie quand même d'une fédération d'un océan à l'autre. Nous sommes 5000 professionnels répartis parmi 330 points de service. Donc, l'Association canadienne pour la santé mentale, c'est un organisme qui a 102 ans et qui œuvre en santé mentale dans tout son continuum. Donc, du service de la crise jusqu'à la promotion prévention, le soutien à l'hébergement, la toxicomanie, etc. Bref, chaque ACSM est différent parce qu'il émerge des besoins de la communauté dans laquelle il se trouve. Et à Montréal, nous nous sommes concentrés sur la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale. Donc, ici à Montréal, nous offrons des activités et des publications qui soutiennent surtout les intervenants de différents milieux qui œuvrent auprès de la communauté, qui soient eux-mêmes des intervenants psychosociaux ou tout simplement des gens en soutien avec des groupes de population comme des bénévoles aussi, auprès des aînés ou des gestionnaires ou encore des enseignants. Donc, on leur donne des outils pour que le milieu dans lequel ils évoluent soit propice à la bonne santé mentale des gens qui s'entourent et aussi pour prendre soin de leur propre santé mentale à eux. On fait de la sensibilisation, de la promotion, de l'information et beaucoup d'activités ponctuelles, voilà. Alors, ça a l'air, quand on parle de la santé mentale, ça a l'air simple comme définition. J'aimerais ça que vous nous présentez la définition de la santé mentale et aussi, est-ce que cette définition a pris d'autres dimensions avec le temps, surtout maintenant avec la pandémie? Oui, c'est sûr que
ça évolue. La santé mentale, ce n'est pas une science dure, pure. On peut pas exactement la mesurer, la vérifier. Au fil du temps, on l'apprend, on la découvre. Nous, à l'association, on adhère à la définition que l'Organisation mondiale de la santé a établie, qu'on dit que c'est un état d'équilibre psychique et un bien-être d'une personne à un moment donné. C'est une façon de se sentir, de penser, d'agir, d'interagir avec le monde environnant. Donc, être en bonne santé mentale, c'est d'être capable de réaliser son plein potentiel, de pouvoir s'épanouir, d'avoir des relations satisfaisantes avec les gens qui nous entourent, d'avoir des projets, d'être capable aussi de réagir et de se réajuster par rapport aux tensions normales de la vie. Puis ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça ne veut pas dire, quand on est en bonne santé mentale, qu'on est toujours de bonne humeur ou que rien ne nous affecte. Donc, c'est d'être capable, vous savez, de rebondir ou de s'ajuster, de s'adapter. C'est en fait la définition, je trouve, la plus juste de la santé mentale. Et oui, elle évolue avec le temps et on dirait que la pandémie nous a un peu donné un coup de main en ce sens où ça fait longtemps qu'on parle de cet aspect collectif, du fait que la santé mentale concerne tout le monde, nous en avons tous. Et tout à coup, les gens ont réalisé que avec ou pas de diagnostic officiel de santé mentale, on peut avoir quand même des hauts et des bas, tout comme on l'expérimente avec notre santé physique. Donc, je crois que un effet collatéral de la crise actuelle sera aussi d'éveiller les consciences et que les gens vont penser que la santé mentale vont comprendre à quel point elle est aussi importante que la santé physique. Comment vous voyez la gestion de ce dossier de la part du gouvernement jusqu'à maintenant? Non, c'est complexe. J'aimerais vraiment pas être à cette place. Je veux dire, c'est pas évident parce que la priorité c'est la sécurité de la population. Donc la sécurité physique, tout ce qui est trait au contrôle épidémiologique, c'est très important de regarder la pandémie sous cet angle-là. Mais tous les impacts qu'ils ont sur la société, je ne crois pas que le gouvernement les ait négligés en soi, mais il avait des choix déchirants à faire. Et or, toutes ces décisions qu'il fait ont aussi un impact sur la santé mentale de la population. Donc, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Je crois qu'il le fait avec le meilleur de ses connaissances et le meilleur de ses moyens. Mais avant la pandémie, il y avait déjà un problème, un déficit d'importance ou d'investissement au niveau de la santé mentale. Donc, on a commencé la crise avec déjà un manque de moyens. Quand je parle je parle du réseau en général, autant les ressources communautaires que le réseau public. Donc, on n'était déjà pas équipés pour prendre soin de la santé mentale des gens avant la pandémie d'une façon adéquate. Et là, ça a exacerbé cette problématique-là. Pensez-vous qu'il faut apporter des changements à la structure actuelle? Absolument. Plus que jamais, on le remarque. Premièrement, on attend un peu trop pour offrir des services en santé mentale. Donc, on ne le ferait pas avec des problèmes de santé physique, attendre que la situation soit grave pour intervenir. Alors, toute l'approche clinique qui sous-tend la plupart des décisions gouvernementales est plus au niveau de ce qu'on appelle curatif. Donc, on soigne au lieu de prévoir. Donc, c'est une première modification dont je rêve. Donc, tous mes collègues rêvent de voir dans le réseau, c'est qu'il y ait une meilleure sensibilisation au niveau de l'intervention précoce, le travail en amont, à ce niveau-là. Et aussi l'accessibilité, encore une fois, la pandémie nous l'a montré, l'accessibilité des services, des soins et des informations, c'est primordial. Et donc, toutes ces inégalités-là qu'on connaissait avant, et si ce n'est que la fracture numérique, comme on parle de plus en plus, c'est pas tout le monde qui a accès à toutes les ressources et à un service Internet qui peut nous aider à compenser par rapport aux restrictions de la pandémie. Donc, ça s'applique aussi aux services en santé mentale. Donc, les gens aussi en région éloignée, les gens qui ne parlent pas français. Donc, on a beaucoup à faire pour améliorer l'accessibilité, pour que ça soit gratuit, pour que ça soit facile, qu'on n'ait pas de liste d'attente, qu'on sait exactement où aller, se faire soigner par la bonne personne au bon moment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Alors, oui,
beaucoup à faire encore et puis c'est le temps plus que jamais là, d'y voir. Vous avez parlé des inégalités. Que pensez-vous des voix qui réclament un programme public universel d'accès à la psychothérapie? Oui, c'est une très bonne idée. Enfin, ça serait bien qu'on y ait accès tout autant comme n'importe quel autre service de santé. Et un service qui serait aussi disponible dès le début des symptômes. Je reviens à cette notion-là, c'est vraiment important parce que au début c'est pour parler pour ce programme-là, on parlait, on y donnait accès pour des gens qui avaient déjà un diagnostic arrivé ou qui avaient des symptômes assez sévères. Donc, on demande que ce service-là de psychothérapie soit disponible dès que la personne en ressent le besoin et tant aussi longtemps qu'elle en a besoin aussi. Donc, c'est une très belle initiative, on le salue. Comme vous avez parlé de soutien financier, le milieu de la santé a reçu de soutien financier du gouvernement fédéral et provincial. Pensez-vous qu'il sera possible d'éliminer ou diminuer la liste d'attente d'ici mars 2022? Moi, je pense qu'on serait capable de le faire si on mettait les efforts au bon endroit. Ça serait à voir. Il y a présentement justement des consultations publiques au niveau de cette stratégie-là qui doit se faire au niveau de la province. L'important, c'est que ce soit une vraie concertation, que les organismes communautaires soient aussi bien financés et soient mobilisés, que ça ne soit pas, que l'argent ne soit pas injecté uniquement dans le réseau public de la santé, mais qu'il y ait vraiment cette diversité-là et que tout l'écosystème soit activé. Donc, je pense que notre société sait quoi faire, sait comment le faire, et que c'est possible vraiment d'y arriver. Est-ce qu'en 2022, on va pouvoir créer des victoires, on le verra, mais je vois une réelle volonté là, de sonder le terrain et de s'y pencher sérieusement. Donc, diminuer les attentes, je pense qu'on peut y arriver, mais en contrepartie, les demandes risquent d'augmenter énormément dans les prochaines années. On prévoit une augmentation des besoins en termes psychosociaux des suites de la pandémie. Parce que ça va laisser des traces, il y aura à réparer. Notre société sera en train de se rétablir pendant plusieurs années. Donc, on devra prendre les bouchées doubles. Madame Fecteau, brièvement, s'il vous plaît, est-ce que la santé mentale est toujours considérée un tabou dans notre société? Si oui, comment lutter contre la stigmatisation? Premièrement, il faut comprendre la différence entre la maladie mentale et la santé mentale. On entend rapidement maladie mentale lorsqu'on dit ce mot. Et il n'y a pas de mal à avoir des hauts et des bas ou avoir un diagnostic ou un problème de santé mentale. Donc oui, c'est encore présent. Belle cause, en fait, une belle des campagnes depuis 11 ans qui a aidé à briser les tabous. Donc cette stratégie-là de sensibilisation fonctionne. On en parle un peu plus ouvertement. Je crois que les personnalités publiques qui se révèlent ici, c'est des bonnes stratégies. Les gens peuvent s'identifier à elles. Il devrait y avoir des politiques aussi à l'intérieur des milieux de travail où on peut faciliter cette ouverture-là, ce soutien-là. Et dans les écoles aussi, très rapidement, à très bas âge, favoriser l'éducation sociale et émotionnelle pour que les jeunes puissent développer cette résilience dont ils ont besoin. Et donc, ils n'ont pas à avoir de stigmatisation, ne pas avoir de préjugés sur la santé mentale. Et si besoin est, ils ne craindront pas d'aller chercher l'aide dont ils auront besoin plus tard. Geneviève Fecteau, directrice de la filiale de Montréal de l'Association canadienne pour la santé mentale. Merci, au plaisir. Merci, prenez soin de vous. Merci. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission avec notre dernière rubrique, on va parler de la relève d'affaires. On se posait recevoir Monsieur Pierre Graff, président directeur général, mais il a une bonne nouvelle familiale et c'est Madame Lamarche, directrice générale adjointe, qui prendra la relève. Madame Lamarche, bonjour. Bonjour, bon matin à vous. Alors, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. OK. Alors, peut-être ma première question, pouvez-vous nous présenter la mission et le rôle de votre regroupement?
Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec regroupe un réseau de 47 jeunes chambres de commerce et de jeunesse à travers le Québec. On représente 13 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés entre 18 et 40 ans. On représente également une quinzaine d'organisations issues des communautés culturelles dans 16 régions administratives du Québec. Notre mission, c'est vraiment d'encourager le développement des jeunes chambres de commerce et évidemment aussi favoriser l'échange, la synergie entre ces jeunes chambres de commerce-là et éventuellement être la voix, le porte-parole de la relève d'affaires auprès des intervenants publics et privés. Le regroupement organise une journée de réflexion. C'est dans quel cadre? Pouvez-vous nous présenter l'orientation et les objectifs de cette journée de réflexion? Oui, tout à fait. On en est à notre 6e édition du Forum économique de la relève d'affaires, aussi appelé communément le FERA. Donc, habituellement, c'est un événement qui rassemble 800 personnes dans un grand espace. On a 60 villes représentées et plus. Bon, évidemment, cette année, ça sera virtuel. On a une plateforme qui est tout à fait adaptée pour le réseautage, puis pour prendre je vous l'avais dit, en fait, une journée de réflexion. Cette année, notre partenaire présentateur, c'est Hydro-Québec, et notre thématique, c'est et maintenant en action pour la relance. Donc, le but principal, c'est de démontrer comment la relève d'affaires souhaite s'impliquer en prenant part à des conférences, des ateliers sur des sujets d'actualité. Donc, cette année, on s'est arrêté sur les sujets suivants, donc la destruction créatrice, l'innovation ouverte, l'identité numérique, puis la transformation de l'environnement de travail. Puis, tout ce qui va ressortir de cette journée-là, demain, le 4 février, on va émettre des recommandations par le biais d'un livre blanc au gouvernement du Québec par la suite. Oui, effectivement, vous avez parlé du gouvernement. Est-ce que c'est un travail en arrimage ou bien c'est une initiative de la part de votre regroupement et par la suite, vous allez présenter les recommandations? Oui, tout à fait. C'est une initiative qui est née du regroupement. On s'associe avec des partenaires qui, selon nous, peuvent avoir un impact sur l'orientation des réflexions. Puis, le but, c'est ça, c'est d'avoir une participation active de nos membres, de nos 13 000 jeunes professionnels entrepreneurs, pour justement prendre le pouls de comment ils souhaitent s'impliquer à travers cette relance-là qui est imminente. La pandémie a affecté lourdement l'économie en général. Quel est son impact sur les jeunes entreprises? Effectivement, il y a eu beaucoup de gens il y a beaucoup d'exemples qu'on a vu passer au niveau de tout ce qui serait inventé, proposer des nouveaux produits. Mais les chiffres parlent. Là, on parle de 86% des entrepreneurs qui ont introduit des nouveaux produits, des nouveaux services dans leurs entreprises. Puis, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est pour les jeunes entrepreneurs, c'est que ça leur a permis d'intégrer des nouvelles technologies. Donc, 80% des gens ont pu amener ce nouvel aspect-là à leur entreprise. Il y a eu un bel élan aussi de collaboration aussi entre les différentes entreprises. Puis c'est un peu le rôle que se donne le regroupement, donc de créer des occasions pour partager les bonnes pratiques, puis qu'il y ait un échange justement de ressources, puis qu'au final, toutes les entreprises puissent survivre par cette entraide-là. Il y a aussi, on remarque aussi notre volonté de se pencher sur encourager l'intention d'entreprendre. Je pense qu'après la pandémie, c'est quelque chose qu'il faut continuer d'encourager malgré tout. Et également, on voit aussi déjà un dossier qui est important pour nous avant la pandémie, tout ce qui est entreprendre en région. Donc, tout ce qui est la revitalisation de la région par les jeunes entrepreneurs. Donc, la création de richesses, je pense qu'il y a une belle avenue là pour la relève d'affaires également. Est-ce que le soutien actuel, que ce soit financier ou autre, de la part de différents paliers de gouvernement, est suffisant pour sauver ces jeunes entrepreneurs de la disparition? C'est sûr que c'est un enjeu, puis c'est justement pourquoi on fait notre événement demain, donc le 4 février. C'est justement parce que ces mesures-là ils ont été jugées soit moyennement adaptées ou moyennement suffisantes. Donc, c'est sûr que l'offre aussi est inégale, les besoins sont inégaux. Donc, le but, c'est vraiment de toujours prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain pour être en mesure de d'être le porte-parole justement de ce qui pourrait être mis en place pour améliorer tout ça. Je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Donc, nous aussi, par le biais de nos projets, on essaie d'aider à notre manière, c'est-à-dire créer des occasions de faire sortir de décloisonnement de ces entrepreneurs-là d'entraide, donc soit par des ateliers de co-développement, de soutien. On a la Coupe des startups qui s'en vient très, très rapidement également. Donc, c'est d'offrir cette visibilité-là, cet esprit de groupe-là pour ces entrepreneurs-là pour qu'ils puissent voir ensemble que les enjeux qu'ils vivent ne sont pas seuls à les vivre, puis on peut les soutenir avec des experts qui sont partenaires du regroupement également.
Avant la crise, on notait déjà que la proportion d'entrepreneurs prises avec des problèmes de santé mentale était 7 fois plus élevée que le reste de la population. Quelle est la situation actuellement pour les jeunes entrepreneurs? Comment votre regroupement offre son soutien aux membres? Oui. Effectivement, c'est un enjeu sur lequel le regroupement se penche depuis des années. On avait d'ailleurs publié une étude il y a plusieurs années sur le sujet. Donc, c'est un sujet très, très répandu. Puis, avec la pandémie, on ne se cachera pas, effectivement, c'est beaucoup plus élevé. Puis, nous, on fait souvent des rencontres avec nos différents membres. Donc, nos membres, je le rappelle, c'est des jeunes chambres de commerce, des ailes jeunesse à travers le Québec. Et c'est jamais vu d'avoir cet enjeu-là qui est autant majoritairement vécu par l'ensemble de nos membres. Donc, c'est vraiment l'enjeu premier qui ressort lorsqu'on fait des rencontres avec eux, c'est-à-dire l'enjeu de santé mentale pour les entrepreneurs. Donc, nous, on a fait une lettre ouverte plus tôt cet automne pour en parler, faire valoir un peu que c'est un enjeu qui est vécu à travers les 17 régions administratives du Québec. Et ben nous, notre support, comment on peut l'offrir, c'est justement d'être ce porte-parole-là, donc d'encourager les initiatives de nos membres. On en a beaucoup qui ont émergé durant la pandémie, et aussi faire en sorte que les enjeux qui sont vécus, qu'on puisse les adresser puis trouver des solutions auprès du gouvernement. Des résultats préliminaires d'une recherche menée conjointement par l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université de Laval démontrent que des entrepreneurs sont plutôt optimistes face au développement de leur entreprise dans les prochaines années. Est-ce que c'est le même cas pour les jeunes entrepreneurs? Et vous, comme regroupement, comment voyez-vous l'après-pandémie? Oui, cette étude-là, nous aussi, on a mis la main dessus. Je crois qu'on est même partenaire de cette étude-là. On est très fiers. Les résultats, je pense, dont cette étape date d'octobre. Donc, c'est sûr que la situation ne s'est pas nécessairement améliorée depuis. Mais c'est sûr qu'effectivement, nous, on voit quand même que les entrepreneurs de notre réseau ont quand même bonne mine. C'est sûr que nous, on parle des jeunes. Donc, c'est-à-dire, c'est majoritairement des gens qui sont en démarrage, en croissance. Donc, on peut dire que ces enjeux-là de conciliation travail-famille, de gestion du stress, d'isolement, sont vécus peut-être de manière plus exponentielle, d'où le besoin encore plus accru d'aide pour cette tranche d'âge-là. Nous, comme on voit l'après-pandémie au regroupement, c'est de continuer justement à mettre en place des initiatives pouvant encourager les gens à se lancer en affaires, les aider aussi à croître au sein de leur entreprise. On essaie aussi de se tourner vers le dossier du transfert d'entreprise. Je pense que c'est une manière pour mousser l'écosystème entrepreneurial régional notamment. Donc, c'est plein de beaux dossiers comme ça qui, je pense bien, on ne chômera pas, mais je pense que le but, c'est vraiment de pas faire perdre cette fibre entrepreneuriale-là aux jeunes pour l'avenir. Madame Lamarche, je vous dis merci. Madame Lamarche est directrice générale adjointe du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Passez le bonjour et le bienvenu de nouveau bébé à Monsieur Pierre Graff. Je vais faire le message. Merci infiniment pour votre temps ce matin. Plaisir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Alors, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à mon équipe. Merci à mon cher Ronedi à la régie. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'être fidèles. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau programme. Au plaisir.